Alors, la Manon, comment faire face à ces attentes, justement, quand on est sur la voie du changement? Parce que ce n'est pas facile à faire, quand même. Toutes les attentes s'écroulent. Les attentes vis-à-vis de l'impermanence ne peuvent pas tenir debout parce que la vie prouve que les choses viennent autrement que l'on a pensé. Et même l'attente de s'éveiller un jour, trouver le grand éveil, ce sera une illusion. Parce qu'il n'y a pas un éveil stable. Même l'éveil, ce n'est pas quelque chose, un truc qu'on pourrait réaliser. C'est cette ouverture totale de l'esprit dans le changement, dans les attentes. Il faut en finir avec, et ce sera grâce à l'impermanence qu'on va le faire. Alors, est-ce que vous avez de petits conseils à donner, justement, pour faire face à ces attentes? Je crois notamment que vous avez un ami qui vous accompagne. Je vous ai parlé de mon ami. Oui. Le petit squelette sur l'épaule. Expliquez-nous un petit peu en quoi il nous aide justement à faire face à ces attentes. Ce sont des conseils de nos maîtres qui disent « Pensez souvent à la mort, ce sera le meilleur conseiller ». Donc on peut s'imaginer un petit squelette sur l'épaule et vis-à-vis de la mort, si la mort peut arriver bientôt et je ne sais pas quand, quelle sera la meilleure chose à faire maintenant? Et dans chaque chose importante, chaque décision importante à prendre, se tourner vers son conseiller et d'en prendre conseil. Ce sera déjà un début de la pratique avec l'impermanence. Christophe André, est-ce qu'on peut dire que lorsque nous changeons, le monde entier change avec nous? Comment ça... Le monde entier change parce que notre regard sur lui change. Le monde, il est quand même très dépendant de la manière dont je le regarde. Également, il y a quand même toute cette réalité intérieure. Mais ce qui est très important dans ce que vous venez de dire, c'est qu'au fond, en acceptant cette notion d'impermanence, j'augmente ma capacité de présence au monde et surtout d'ouverture au monde, d'accepter les personnes telles qu'elles sont et donc pouvoir leur pardonner malgré ce qu'elles ont fait, ou pouvoir leur permettre de faire des choses parce que je n'ai pas mis d'étiquette sur elles. Je n'ai pas mis d'étiquette sur un enfant disant qu'il ne sera jamais capable de faire d'études. Donc je lui permets au fond de changer, alors que lorsqu'on a étiqueté les personnes, lorsqu'on a étiqueté le monde comme étant mauvais et décevant, ou les gens comme étant imparfaits et limités, eh bien d'une certaine façon je contamine un petit peu la vision qu'ils ont d'eux-mêmes. Alors on vient de le voir, le fait de changer résulte de plusieurs actions. En quoi est-ce qu'il est important d'accorder autant d'importance, si ce n'est plus, à l'action elle-même qu'à ce qu'on récolte finalement? Quand on pratique cette vigilance dans le mouvement, on se réjouit de faire bouger sa main. Il y a une joie de parler, il y a une joie de se promener dans l'espace, il y a une joie de vivre la pluie et le soleil. Ça c'est, je dirais, la beauté dans l'action, de l'action, être bien présent à ce qui est maintenant et rien d'autre. Et c'est une profonde source de joie et de plénitude, on pourrait dire. Alors on cherche à évoluer et à changer pour atteindre un certain bonheur, ou du moins une certaine idée que l'on se fait du bonheur. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ce mot et peut-être tenter de le définir, Christophe André? Pour moi, en tant que psychiatre, le bonheur, c'est un état de conscience, c'est la prise de conscience des moments de bien-être. C'est-à-dire le bien-être, c'est une caractéristique qui est partagée par tout ce qui est vivant. Un animal est content, ressent du bien-être parce qu'il a le ventre plein, parce qu'il est au soleil, parce qu'il n'est pas menacé par d'autres animaux, mais on ne sait pas s'il est vraiment heureux. Et pour nous, c'est pareil, il y a des moments où on ressent du bien-être, voilà, on a de la satisfaction d'avoir le ventre plein, ou d'être avec des amis, ou d'être dans un bel endroit. Pour que ce soit du bonheur, selon nous, il faut cette petite opération mentale de conscience de l'instant, se dire ce que je suis en train de vivre est un instant de bonheur. Et ça, c'est à la fois une possibilité d'être encore plus présent dans cet instant, mais c'est aussi un grand vertige, parce qu'à partir du moment où je prends conscience de mon bonheur, je prends conscience intuitivement justement qu'il va disparaître. Et certaines personnes ont du mal avec ça. Ils ne veulent pas se réjouir. Vous savez, c'est ces gens qui disent « Ah oui, il fait beau, mais il va pleuvoir » ou « Ah oui, c'est le week-end, mais lundi, il faut repartir au travail » parce qu'ils sont en permanence dans l'anticipation de la disparition. Et là, eux, ils ont un petit problème avec la notion d'impermanence, c'est-à-dire au lieu d'en faire une alliée, se dire « C'est justement parce que ce bonheur va disparaître que je dois
le savourer, ils s'en font une peur terrible. Puisqu'il va disparaître, alors c'est fichu, ça vaut pas la peine, cette vie n'a aucun goût, etc. Donc, vous voyez, ces notions de permanence et d'impermanence, elles nécessitent aussi un bon usage et un bon rapport de la manière dont on les approche. Et dans certains cas, d'ailleurs, il faut se méfier. On peut parler aussi de bonheur toxique quand on est trop dans l'obsession du bonheur. Oui, c'est de la même façon, vous savez, il y a des personnes qui ont une vision idéalisée du bonheur, qui voudraient que le bonheur soit parfait, et donc qui vont, du coup, n'attendant que des bonheurs parfaits, comme il y a des gens qui n'attendent que le grand amour et qui vont passer à côté de tas d'occasions. Des personnes attendent le bonheur parfait et ne se rendent pas compte que le bonheur est fait de tout un tas de petits moments, de petits instants, de petits morceaux. Et puis, évidemment, bonheur parfait, on attend aussi que ça soit un bonheur permanent. Et donc on est allergique aux oscillations de bonheur, aux périodes de disparition du bonheur, même transitoire. Et on ne peut être heureux en tant qu'être humain qu'une fois qu'on a admis qu'on était des intermittents du bonheur. Le bonheur, c'est comme un cycle, le cycle du jour. Il apparaît, il disparaît, il revient. Quand il le souhaite, on peut faciliter sa venue, mais on ne peut pas le convoquer. Madame Lundrup, est-ce que vous souhaiteriez rajouter quelque chose pour conclure cette émission justement sur l'impermanence et le bonheur? Oui, ça évoque un peu comment le Bouddha a défini le bonheur. Lui, il a parlé surtout en absence de ce qui crée la souffrance. Donc, pour nous, les pratiquants bouddhistes, la joie, le bonheur, c'est l'état naturel de notre esprit qui se manifeste dès qu'il n'y a pas de la saisie, dès qu'il n'y a pas un esprit étroit, le cœur étroit. Quand tous les empêchements sont enlevés, la joie et le bonheur sont naturels. Ils n'ont pas besoin des causes pour se manifester. Je vous remercie tous les deux d'avoir été présents tout au long de ces deux émissions. Merci à vous. Voici les livres qui nous ont aidés à préparer cette émission, de notre invité Christophe André, Imparfait, libre et heureux, publié chez Odile Jacob. Un livre pour s'aimer et s'accepter, qui aide à mieux évoluer. L'art du bonheur de Sa Sainteté le Dalai Lama et Howard Cutler chez Robert Laffont, dans la collection Aider la vie. Un livre de sagesse et de bon sens, de réflexion et de conseils concrets, applicables à tous. Et enfin, Plaidoyer pour le bonheur de Mathieu Ricard, aux éditions du Nil, une réflexion passionnante sur le chemin du bonheur et les moyens de l'atteindre. Merci de nous avoir accompagnés, je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Nous vous retrouvons la semaine prochaine.